Nous avons des châtaigniers sur notre terrain et cela fait plusieurs années que je récolte leurs fruits. Au début, j'ai rencontré beaucoup d'échecs et fait de nombreuses erreurs, mais au fil des années, la méthode la plus adaptée à mon rythme de vie a fini par émerger. Dans cette vidéo, je vais vous partager le résumé de ces expériences passées et vous montrer comment il est possible de réaliser sa propre farine de châtaigne soi-même, à la main et même si on le souhaite, sans utiliser d'électricité. Les châtaignes ne sont pas seulement délicieuses, elles sont également très nutritives. Quand on veut accroître son autonomie, avoir des châtaignes qui tombent du ciel est une véritable bénédiction, car elles constituent une formidable source de glucides, sans gluten, entre autres avantages nutritionnels. Le châtaignier était autrefois surnommé l'arbre à pain, car ses fruits étaient le pain des pauvres, grâce à leur capacité à nourrir les populations en période de disette. Apprendre à les récolter et à les transformer soi-même est donc non seulement gratifiant, mais aussi un pas vers une plus grande résilience personnelle et familiale. Évidemment, veillez à bien récolter des châtaignes et non des marrons, qui eux ne sont pas comestibles. La façon la plus facile de les distinguer est leur bogue, qui se ressemble moins que les fruits. Mais rassurez-vous, si vous avez accès à des marronniers, ce n'est pas inintéressant pour autant. On vous racontera dans quelques semaines comment les mettre à profit également. Si ce genre de sujet vous passionne autant que nous, je vous propose de vous abonner et de liker cette vidéo avant d'aller plus loin. C'est un petit clic pour vous, mais un grand coup de pouce pour notre chaîne, car cela nous aide à mieux nous placer dans l'algorithme YouTube, et surtout, ça nous encourage à continuer nos partages d'expériences. Alors merci à vous. Au début de l'automne, il y a un bruit caractéristique qui rythme les journées au fil des mouvements du vent. Le bruit sourd des châtaignes qui tombent des arbres. J'ai le sentiment que dans la vie, il y a des cultivateurs qui aiment semer, planter, voir grandir, et des cueilleurs qui aiment glaner ce que la nature offre spontanément sans avoir eu à s'en soucier jusqu'alors. Et je suis très clairement une cueilleuse. À chaque fois que ce bruit retentit, j'ai comme l'impression d'avoir gagné à une loterie naturelle et que mon prix m'attend à présent au sol. C'est alors plus fort que moi. Il faut que j'aille les ramasser avant qu'un autre opportuniste à poil ou à plume ne s'en empare. Cependant, il est inutile de se précipiter sur les premières châtaignes de la saison. Leurs bogues sont souvent encore fermés, les ouvrir est fastidieux et douloureux, et le butin se révèle généralement maigre et sans couleur. Les premières années, je ramassais toutes les châtaignes présentes au sol avec des gants, et je les entassais dans des cajots en attendant l'occasion et le courage de les ouvrir pour en récupérer le trésor. Ces récoltes ont malheureusement très vite moisi et se sont retrouvées intégralement offertes au compost, après m'avoir nargué de nombreux jours, voire des semaines. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il vaut mieux attendre le moment où les bogues commencent au moins à s'entrouvrir, voire à éclater en touchant le sol. Souvent, quand la bogue est encore fermée et difficile à ouvrir, les châtaignes à l'intérieur sont trop petites pour être intéressantes et ne sont parfois même pas développées. Si vous partez en cueillette sans emporter de gants épais ou si, comme moi, vous ne les trouvez pas assez pratiques à utiliser, ma petite technique personnelle consiste à utiliser mes pieds. Positionnez vos chaussures de part et d'autre de la châtaigne, puis écartez la bogue en poussant vers le sol pour libérer les châtaignes et les récupérer sans vous blesser. Au moment de récolter, vérifiez que vous n'avez pas déjà été devancé par un insecte, un rongeur ou un oiseau. Au retour de votre cueillette, placez toutes vos châtaignes dans un grand récipient rempli d'eau et jetez au compost toutes celles qui flottent à la surface, car cela signifie qu'elles sont probablement habitées par des vers ou immatures. Ah, il y en a 3 qui sont remontés. Elles sont habitées. Vous constaterez par la suite que cette méthode ne permet pas d'évacuer 100% des châtaignes véreuses, mais déjà une bonne partie d'entre elles. N'oubliez pas de bien brasser vos châtaignes afin de permettre à toutes celles abîmées de remonter à la surface. Une fois ce premier tri réalisé, vous pouvez conserver vos châtaignes immergées dans l'eau pendant une semaine maximum, jusqu'au moment où vous aurez le temps de les décortiquer. Les châtaignes moisissent très vite si on ne les laisse pas dans l'eau. Et ce trempage aura également l'avantage de ramollir la première peau, ce qui vous facilitera la vie pour l'étape du décortiquage. Pour autant, ne reportez pas trop le moment de décortiquer vos châtaignes. D'expérience, il est plus facile de décortiquer chaque soir une petite quantité de châtaignes que de consacrer une journée entière à décortiquer la récolte de toute une semaine. Le décortiquage est aussi l'occasion de supprimer les dernières châtaignes véreuses qui n'auraient pas flotté lors du tri par immersion dans l'eau. Toutes les châtaignes qui ont coulé ne sont malheureusement pas intactes. Pour décortiquer, je pose une à une les châtaignes sur une planche et je les coupe en 4 avec un couteau bien tranchant, en faisant évidemment attention à mes doigts, puis j'enlève la peau avec beaucoup de facilité.
J'ai testé l'épluchage à l'Opinel spécial châtaigne, mais je trouve cette méthode moins rapide et plus dangereuse pour mes doigts. À ce stade, je ne me préoccupe pas de la seconde peau trop compliquée à enlever. Par contre, il est intéressant de hacher grossièrement les châtaignes tant qu'elles sont fraîches. Cela leur permettra de sécher plus rapidement et cela simplifiera l'étape de mouture. Pour le séchage, j'utilise des clés en acier inoxydable que j'ai achetées d'occasion sur le Bon Coin et qui sont destinées à l'origine à l'affinage des fromages. J'ai choisi leur format afin qu'elles puissent se poser par-dessus la plaque de cuisson de notre cuisinière de masse. J'ai également acheté des plateaux en aluminium micro-perforé dans lesquels je dispose mes châtaignes coupées ou hachées avec éventuellement un papier cuisson si elles sont hachées très fin. Comme ça, l'air circule mais les morceaux de châtaigne ne tombent pas à travers les grilles. Après le feu, quand la chaleur qui s'élève du poêle n'est plus trop vive, je pose mes clés au-dessus de la plaque. Je pense à les alterner régulièrement pour que le séchage soit homogène. Jour après jour, au fur et à mesure des récoltes et des décorticages, j'ajoute de nouveaux plateaux en bas en laissant ceux qui sont déjà plus secs au-dessus. Il faut plusieurs jours pour que les châtaignes sèchent de cette manière. Elles sont prêtes lorsqu'elles sont dures comme du gravier. À ce moment-là, vous pouvez les mettre dans une boîte ou un contenant en plastique bien sec. Puis, secouez vigoureusement, un peu comme si vous assistiez à un cours de Zumba. Procédez par petites quantités si vous en avez beaucoup. Cette chorégraphie, en plus de vous réchauffer, va permettre de détacher la seconde peau de la chair des châtaignes facilement, car elle est maintenant très sèche et cassante. Passez le résultat dans un tamis à grosse maille, un plateau micro-perforé ou une passoire à pâte afin de récupérer votre chair de châtaigne presque complètement débarrassée de sa seconde peau. Les puristes seront peut-être choqués, mais personnellement, je trouve ce degré de finition bien suffisant. À la fin de ce processus, vous obtenez des châtaignons, plus ou moins gros selon que vous les avez coupés ou hachés, qui peuvent être conservés dans des bocaux fermés hermétiquement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'être réhydratés pour être consommés. Personnellement, ce n'est pas une méthode que j'utilise car elle ne correspond pas à nos habitudes alimentaires. Je préfère réduire la totalité des châtaignes en farine car elle est plus directement utilisable que des châtaignons qui nécessitent un long pré-trempage avant utilisation, mais j'ai conscience que la farine se conservera moins longtemps. Il est donc temps de relever ses manches, prendre un bon petit déjeuner et moudre la farine. Lors de mes premières tentatives, je déshydratais des châtaignes entières ou coupées en 4, et il était donc indispensable de procéder à un concassage avant de pouvoir moudre. Quand on ne possède aucun équipement spécifique, comme moi, cela peut se faire en mettant les châtaignes dans un linge solide et sacrifiable avant de les écraser avec un marteau ou un maillet. Attention, il faut penser à mettre une planche en bois martyr en dessous pour éviter d'endommager votre table. Une autre solution est d'utiliser le maillet et un saladier comme un mortier et un pilon géant. Mais ça reste compliqué. Bah oui, les châtaignons sont durs comme du gravier. On ne parle pas de noix de Grenoble ici. Cette étape peut facilement être évitée en hachant les châtaignes tant qu'elles sont fraîches, raison pour laquelle je vous le conseillais plus tôt. Dans un cas comme dans l'autre, il est important d'avoir des petits morceaux car ça leur permet de ne pas bourrer, c'est-à-dire de ne pas se coincer dans l'œillard du moulin. J'utilise un moulin Schnitzer Country que j'ai commandé sur le très beau site tinat.fr de Hubert Jouan et qui est équipé de meules de pierre. Avec des châtaignons au bon format, un seul passage dans la position de mouture la plus fine suffit pour obtenir une magnifique farine d'une finesse époustouflante. Dans une de ses vidéos, Stéphane de la chaîne La Clé des Champs explique qu'il utilise un moulin antique en fonte de marque Alexanderwerk et qu'il lui est nécessaire de moudre 2 à 3 fois avant d'obtenir une farine convenable. Son moulin a par contre l'avantage d'accepter des châtaignons bien plus gros, en plus d'être absolument magnifiques évidemment. Étant une grande fétichiste des objets en fonte et à manivelle, mais n'étant pas parvenue à mettre la main sur le même moulin, j'ai essayé un modèle plus abordable de marque Corona, bien connu des brasseurs amateurs. Mais je n'ai pas réussi à obtenir mieux qu'une semoule, même avec plusieurs passages. Je ne peux dès lors pas vous conseiller un meilleur moulin que celui-ci si vous souhaitez vous passer d'électricité et de salle de sport au passage. Bien sûr, il est également possible d'utiliser un moulin électrique, mais ici aussi, la qualité du moulin va influencer le résultat. À titre d'exemple, ma tentative de farine de châtaigne au moulin à café électrique ne m'a donné qu'une semoule grossière que j'ai finalement pu transformer en véritable farine quand j'ai acheté le Schnitzer Country. Une fois votre farine fraîchement moulue, vous pouvez enfin la cuisiner. Et pour vous aider, nous vous partagerons très bientôt en vidéo quelques recettes pleines de tradition
et de châtaigne. Et comme d'habitude, vous trouverez en description de la vidéo un lien pour télécharger le document qui récapitule l'essentiel des informations de cette vidéo. D'ici là, faites tourner vos manivelles, le résultat en vaudra la peine. À bientôt!